Et ben, nous voilà déjà au troisième épisode de la série sur la construction des paillourtes. Dans les deux premiers, on a vu comment on faisait l'implantation, donc tous les travaux avant la construction. Et puis dans le deuxième, on a vu comment on s'y prenait pour faire les murs en paille porteuse. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la charpente, et la charpente réciproque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une charpente réciproque? En gros, c'est un style de charpente où toutes les pièces ont un rôle identique. Elles vont s'appuyer les unes sur les autres. Pour vous expliquer ça, le plus simple, ça va être de vous montrer avec une mini maquette, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette charpente réciproque. Donc pour faire ça, il nous faut au moins trois baguettes ou 3 perches. J'ai dessiné un cercle ici sur la table parce que la charpente réciproque a ça de particulier qu'elle laisse aussi un trou en son centre qu'on peut boucher ou qu'on peut utiliser pour faire un puits de lumière. Dans les paillourtes, on fait souvent un puits de lumière, mais c'est pas une obligation. Donc en fait, par exemple, avec 3 baguettes là, l'idée ça va être de les articuler autour de ce cercle. Donc la première, elle va être posée sur un étai provisoire. Bon, là, je vais la tenir à la main, mais l'idée c'est que la première est posée sur un étai. Ensuite, on va amener la deuxième et la poser sur la première. Et la troisième va être posée sur la seconde, mais elle va aussi se glisser sous la première, et du coup, elles s'appuient les unes sur les autres, et ça tient tout seul comme ça. Bon là, c'est avec 3, c'est le minimum, mais on peut très bien imaginer le faire avec 4, 5, 6. Donc en fait, avant de le faire en 3D, je peux vous montrer comment elles s'articulent. Par exemple, avec 6 baguettes, voilà, je vais les placer ici autour du cercle. Hop, voilà. Mais en fait, elles vont se poser les unes sur les autres comme tout à l'heure. Donc je pose la première sur un étai, la deuxième comme ceci, la troisième comme ça. Voilà. Et ça tient tout seul. Donc, j'en profite que j'ai les baguettes là pour vous montrer un petit peu les différents paramètres qu'il y a et qui influent sur les uns sur les autres en fait. En gros, moi je distingue 4 paramètres. Donc il y a la pente du toit, ou plutôt la pente des perches. Donc le toit peut être plus ou moins incliné. Il y a la taille du cercle central qui peut être plus ou moins resserré. Il y a aussi le nombre de perches. Voilà, bon là j'en ai mis 4, mais on peut en mettre 5, 6, 7, 8, il n'y a pas tellement de limite en fait. Et il y a aussi la taille des perches ou l'épaisseur. Tout ça va influer sur la pente du toit en fait. Donc dans quel sens? On peut voir ici par exemple que si j'ai mes 4 baguettes autour du cercle, plus je resserre le cercle et plus la pente augmente, quoi. On voit que ça devient plus pentu. Alors que quand j'ouvre ce cercle, hop, ça devient plus plat, quoi. On peut voir aussi que si on augmente le nombre de baguettes, voilà, je les remets autour du cercle, normal. Si j'augmente le nombre de baguettes, en fait, à chaque fois que j'en rajoute une, je soulève un petit peu. Donc pareil, petit à petit, je vais augmenter la pente en fait, si j'augmente le nombre de baguettes. Hop. Voilà, donc là j'en ai mis 8 et en fait c'est 2 fois plus pentu qu'avec 4, quoi. Bon là j'ai qu'une sorte de baguette, mais on imagine facilement que si chaque baguette est plus épaisse, et ça va aussi relever l'ensemble en fait, quoi.
Donc voilà la base d'une charpente réciproque simple, on va dire. Après, ça peut se complexifier parce que ici, là, en fait, tous les bouts de perche sont appuyés sur un mur, tout est au même niveau. Mais on pourrait très bien imaginer couvrir une autre forme qu'un rond. Et on pourrait aussi imaginer plusieurs niveaux d'appui. C'est-à-dire que ici, au lieu d'être appuyé directement sur le mur, cette perche pourrait être aussi appuyée réciproquement sur deux autres, comme ceci. Ce qui fait que ça nous amène les appuis plus loin. On pourrait faire de même pour chacune, ce qui fait qu'avec des petits éléments, on arrive à couvrir une plus grande surface. Et on pourrait même imaginer, après avoir fait ça sur chacune des allumettes, que celle-ci soit également appuyée, non pas sur un mur, mais sur un appui réciproque. Voilà. Et donc on peut aller aussi loin comme ça, dans toutes les directions, et couvrir finalement n'importe quelle forme, en fait. Bon, sur la pailloute, on va rester simple et avec une structure où toutes les perches s'appuient les unes sur les autres. Et toutes sont appuyées sur le mur qui est circulaire, rond ou presque. J'utilise du bois rond. Alors pourquoi j'utilise du bois rond plutôt que du bois carré? Toujours dans cette idée de simplicité, d'économie de moyens, de technique. En fait, le bois il pousse rond et donc si je coupe des troncs dans la forêt, plutôt que de les envoyer à la scierie pour les équarrir, autant les utiliser rond directement, quoi. Donc c'est beaucoup moins cher d'utiliser du bois rond, même si je l'achète au propriétaire de la forêt. Ça va être à peu près 50 fois moins cher que le même volume de bois en bois scié, quoi. Et en plus, le bois rond est plus solide. Pour une même section, le bois rond est plus solide parce que toutes les fibres du tronc sont présentes et elles sont enroulées les unes autour des autres, un peu comme les fibres d'une corde. Dès qu'on fait des tailles là-dedans pour faire du bois carré, en fait, on fragilise l'ensemble puisqu'on coupe certaines fibres. Que ce soit du bois rond ou du bois scié, il faut utiliser un bois qui est suffisamment résistant pour faire de la charpente, quoi. Donc, tous les bois qui sont bons à faire des charpentes classiques sont aussi bons pour faire une charpente réciproque. Il n'y a pas d'essence spécifique pour ce type de charpente. Après, toujours dans l'idée de simplicité, moi je préfère utiliser des bois qui n'ont pas besoin d'être traités. Donc j'utilise essentiellement du Douglas, donc c'est un conifère qui contient suffisamment de térébenthine pour éloigner les champignons, les insectes, etc. Et donc a priori ce bois n'a pas besoin d'être traité s'il est coupé dans des bonnes conditions, quoi. On peut parler aussi du châtaignier et du chêne qui eux c'est des feuillus mais ils ont beaucoup de tanins et pareil qui les protègent à la fois des champignons et des insectes. Maintenant je peux vous parler des différentes étapes de la fabrication en pratique, quoi, d'une charpente réciproque. La première étape ça va être la conception, donc on va faire des calculs, dimensionnement, des dessins pour avoir une charpente qui corresponde à la toiture qu'on souhaite sur tel type de maison, avec telle pente, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait ce dimensionnement, on va pouvoir aller prélever le bois en forêt ou le commander à un bûcheron ou acheter du bois scié, ça dépend comment on veut s'y prendre. Si on prélève le bois en forêt, l'étape suivante, ça va être d'écorcer les perches, de les couper à la bonne longueur, etc. Et puis après ça, on va pouvoir faire le montage de la charpente proprement dit. Alors,
Pour le calcul et le dimensionnement, tout à l'heure on a vu qu'il y avait 4 paramètres là qui étaient imbriqués, donc la pente du toit, le nombre de perches, le diamètre des perches ou la hauteur des perches si elles sont pas rondes, et puis aussi le diamètre du trou central qui peut devenir un puits de lumière. Et en fait, tous ces paramètres sont imbriqués et il y a une espèce de formule mathématique voilà, qui relie tout ça. La formule réelle, elle est assez complexe en fait. Moi, j'utilise une formule simplifiée qui est valable dans certaines conditions, qui sont les conditions de la paille ourte en fait. C'est-à-dire, c'est des conditions sur un certain nombre de perches. Il faut qu'il y ait plus de 8 perches voilà, pour que ce calcul soit approximativement correct. Il faut aussi que l'angle de la pente soit pas trop important. Moi en fait je fais des couvertures végétalisées la plupart du temps et du coup on est sur des angles autour de 15, 20, 25 degrés maximum. Voilà, donc en fait la conception elle va se faire en général par itération, c'est-à-dire il y a certains paramètres qu'on peut fixer arbitrairement, comme la taille du trou central. On peut décider de faire un grand puits de lumière ou quelque chose de plus petit, en sachant que voilà, ça va influer sur la pente. Le nombre de perches et la taille des perches, il y a aussi un côté mécanique, quoi. Si on veut que ça puisse porter et l'isolation et la couverture végétalisée, il faut que ce soit suffisamment solide. Donc là, on va avoir un diamètre de perche minimum en fonction de la taille de la paille ourte et aussi un nombre de perches minimum pour qu'elle soit suffisamment resserrée pour pouvoir porter l'isolation en botte de paille qu'on va poser dessus. Donc tout ça dépend aussi de la taille de la paille ourte. Donc on va pas rentrer dans le détail du calcul parce que enfin, moi quand je l'expose dans les formations, ça prend à peu près 1h30, donc ça fait beaucoup pour le cadre de cette vidéo. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé le bois, donc si c'est du bois rond qu'on a coupé en forêt, il va falloir l'écorcer. En tout cas moi je trouve ça utile de le faire parce que ça va faciliter le séchage du bois dans une bonne condition et ça va éviter qu'il y ait des bestioles, genre des cloportes, et puis même des champignons et d'autres insectes xylophages qui vont nicher sous l'écorce, profiter de l'humidité pour commencer à grignoter le bois. Donc plus tôt on peut l'écorcer, plus c'est facile. Le bois frais s'écorce vraiment très très bien. On peut le faire avec différents outils. À la plane, mais on peut le faire aussi avec une sorte de pelle bêche qui va permettre de faire des plus longs copeaux. Sur le chantier, une des premières choses à faire, c'est de dessiner le cercle au sol qui représente le futur cercle de la charpente. Parce qu'en fait, chacune des perches va être placée à l'aplomb de ce cercle. Et enfin tout autour, quoi. Chaque perche, on va venir avec un fil à plomb la caler sur l'endroit du cercle qui lui correspond. Une fois que tous les bois sont préparés, on va les rapprocher et les mettre autour de la paille ourte et puis on va les amener une par une. Alors la première, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va être posée sur un étai. Donc cet étai ou ce poteau, il doit être bien placé, là où il va pouvoir soutenir la première perche, et puis aussi au banné, c'est-à-dire qu'il va être fixé avec des cordes de part et d'autre pour être bien fixe. Et en général, on met aussi une sorte d'étrier sur ce poteau là, où on va pouvoir placer la perche. Alors si c'est un étai métallique, comme on utilise dans les chantiers de construction, il y a une platine, en général avec plusieurs trous, 2 ou 4 trous. Donc on peut aussi simplement poser la première perche là-dessus et profiter des trous pour visser la première perche sur la platine par en dessous. Une fois que cette première perche est bien calée sur son étai, bien fixée et puis d'aplomb par rapport au cercle, on va pouvoir poser la deuxième perche qui va venir en appui sur celle-ci. Donc
comme pour la première. Au fil à plomb, on va vérifier qu'elle est bien placée par rapport au cercle au sol. Pour les fixer, là j'utilise des vis. Donc en fait la vis, elle n'a pas tellement un rôle mécanique dans la structure, c'est juste pour éviter que la perche glisse sur la précédente, quoi, qu'elle reste bien calée pour la sécurité du chantier en gros. Parce qu'une fois que tout est monté, voilà, ça se tient, c'est autoporteur, on l'a vu tout à l'heure avec les allumettes. Cet auto-blocage, il a lieu tant que la pente est faible. C'est-à-dire que si on fait une pente plus importante, les perches vont avoir plus tendance à glisser les unes sur les autres. On va comme ça enchaîner les perches en les fixant les unes sur les autres après les avoir mises d'aplomb par rapport au cercle. Et puis on va arriver à la dernière qui va se glisser sous la première. Alors en général, on met l'étai un peu plus haut que la hauteur prévue de la charpente pour être sûr de pouvoir glisser la dernière en dessous. Et une fois que toutes les perches sont en place, on n'a plus qu'à redescendre l'étai pour que la première perche vienne s'appuyer sur la dernière qui est glissée en dessous et que tout s'auto-bloque. Dans le cas des paillourtes, enfin de celles que je fais maintenant en tout cas, les perches sont posées sur le mur et elles sont fixées, attachées sur le mur par un jeu de cordelettes tendues. Et elles sont posées directement sur la paille si on a fait un mur en paille porteuse. Sur la première paillourte en paille porteuse que j'ai faite, j'avais mis une lisse, c'est-à-dire une planche en bois qui faisait tout le tour, quoi, une sorte de sablière sur lequel j'avais appuyé ma charpente. Je l'avais fait dans l'idée de rigidifier la structure parce que le mur en paille, au fur et à mesure qu'on le monte, il était de plus en plus souple, quoi. Et donc j'étais pas à l'aise à poser une charpente sur un truc aussi souple. Depuis, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire, qu'en fait la charpente elle-même venait consolider et rigidifier les murs, comme le font les rayons d'une roue de vélo, en fait, quoi. C'est-à-dire que si on enlève les rayons, la jante elle est souple aussi, elle est molle, quoi. Elle se déforme facilement, mais le fait que tous ces rayons soient fixés à la fois au centre et sur la périphérie, et ben ça rigidifie l'ensemble. Et en fait c'est plus simple, on gagne beaucoup d'étapes, quoi, parce que la fabrication de la lisse, sa fixation, la fixation des perches sur la lisse, le calage, parce qu'en fait on se retrouve avec une lisse qui est plate et puis des perches qui sont posées en pente dessus, donc il y a tout un calage à faire. Alors que quand on pose la perche dans la paille, finalement on lui fait son trou dans quelque chose qui est un peu mou et on rajoute un peu de barbotine, voire un peu de terre-paille. Voilà, donc ça lui fait un logement qui se met facilement à la forme et à la pente de la perche, quoi. Puis ce type de charpente est assez flexible, c'est-à-dire que même s'il y a un point d'appui, une des perches qui est appuyée plus bas ou plus haut que les autres, c'est pas vraiment un souci, en fait, c'est vraiment très, très flexible. D'ailleurs, souvent on met les perches qui sont au sud, au-dessus des portes et des fenêtres, un peu plus hautes pour laisser rentrer plus de lumière du côté sud. Plus la paillourte est grande, en fait, plus on va avoir besoin de perches nombreuses.
Et aussi, comme leur portée est plus importante, leur longueur est plus importante, il va falloir, pour qu'elle soit solide, qu'elle soit également plus grosse. Et donc, à partir d'une certaine taille, on va se retrouver avec des perches nombreuses et grosses. On a vu que ces deux paramètres-là avaient tendance à augmenter la pente du toit. Et donc, comme on veut rester sur une pente assez douce pour la végétalisation, bon, on ne peut pas compenser en agrandissant tout le temps le cercle central. Au bout d'un moment, si on a un puits de lumière de 3 mètres de large, c'est plus vraiment une toiture, quoi. Donc en fait, il y a une astuce qui consiste à, par exemple, si on a besoin de 24 perches pour couvrir l'ensemble, en fait, on va en utiliser que 12 pour faire la charpente réciproque. Donc c'est ce qu'on appelle les 12 perches principales. Et ensuite, il y a 12 autres perches qui vont venir s'appuyer sur la charpente principale. Et pour diviser les espaces, voilà, pour avoir suffisamment d'appui pour poser l'isolation. Mais comme on ne les glisse pas en dessous, eh ben, elles ne vont pas augmenter la pente de la charpente. À partir d'une paillure de 5 mètres de diamètre, en général, on utilise cette technique avec une charpente avec des perches principales et puis des perches secondaires qui vont aider à porter l'isolation et le reste de la couverture. Pour des paillures plus petites, souvent les perches principales suffisent, quoi. Ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour ce qui est de la charpente. Donc l'étape suivante, ça va être de poser l'isolation en botte de paille sur cette charpente. Et donc on verra ça dans la prochaine vidéo.